Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Nous sommes heureux car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à apprécier nos partages. Par conséquent, il y a de plus en plus de questions, dont certaines sont récurrentes. Pour y répondre au mieux, nous allons donner des réponses à propos de plusieurs de ces vidéos qui vous ont beaucoup intéressé et sur lesquelles nous pouvons ajouter des compléments pour vous aider au mieux. Donc la vidéo sur le tilleul, l'arbre de l'autonomie alimentaire, celle sur les conserves les plus simples du monde, celle sur la lessive de lierre, sur l'opération abondance alimentaire et enfin sur les fleurs comestibles. Au besoin, pensez aussi à regarder dans les commentaires des vidéos, car souvent les réponses sont déjà disponibles. Les partages que vous nous faites dans ces commentaires sont souvent très riches et complètent très bien les vidéos. En tout cas, nous vous remercions toutes les personnes qui apportent leur expérience souvent utile et intéressante. Car c'est utile pour tous, et c'est d'ailleurs la philo de notre chaîne, de partager les connaissances. C'est parti! Je vous propose de commencer par la vidéo sur le tilleul, l'arbre de l'autonomie alimentaire. Alors, première question, est-ce que tous les tilleuls sont comestibles? Eh bien oui, toutes les variétés de tilleul sont comestibles. Il y en a environ 45. Celui que nous avons présenté dans la vidéo est un tilleul à petites feuilles, c'est-à-dire un tilleul cordata. Pour les tilleuls, il faut savoir qu'il y a des différences de qualité gustative des feuilles. Les meilleures, c'est-à-dire les plus tendres, sont celles du tilleul à petites feuilles. Et pour les tilleuls à grandes feuilles, comme le tilleul argenté ainsi que d'autres tilleuls hybrides, ils ont des feuilles moins tendres. Il faut savoir aussi que les fleurs de tous les tilleuls sont consommables. Bien sûr, il est préférable d'en cueillir dans les zones sans pollution. Oups. Ensuite, quelles sont les différentes espèces de tilleuls? Alors il y a 45 espèces du genre Thilla. Les principales sont le tilleul cordata aux petites feuilles, le tilleul de Hollande à grandes feuilles, le Tilia platyphylios aux feuilles larges et vert clair sur le revers, le tilleul commun, le tilleul d'Amérique, le tilleul d'Europe. Ok. Quelles sont les parties comestibles du tilleul? Alors c'est facile, tout est comestible dans le tilleul. Donc les fleurs, les boutons floraux, les feuilles, les fruits et même l'aubier. Donc pour les feuilles et les fleurs, nous l'avons déjà largement décrit dans la vidéo. Pour les boutons floraux, il est possible de les préparer dans du vinaigre, comme des câpres. Et il est possible de se servir des fruits pour faire un substitut de chocolat, mais nous ne l'avons pas encore testé. Pas encore. L'aubier est-il comestible? Alors, d'abord, l'aubier, c'est la partie qui est située entre le bois dur et le cambium, qui est lui-même juste sous l'écorce. C'est la partie dans laquelle circule la sève brute. Et donc, oui, l'aubier de tilleul est comestible, comme pour beaucoup d'arbres d'ailleurs. Il est notamment utilisé en décoction pour traiter les problèmes de calculs rénaux, contre les pathologies du foie, contre l'hypertension et même contre certaines migraines. Il faut cependant savoir que prélever de l'aubier sur un arbre l'abîme beaucoup et qu'il vaut mieux éviter de le faire. Donc si vous devez le faire, je vous suggère de prélever l'aubier uniquement sur un arbre qui est destiné à être coupé ou sur des branches destinées à être taillées. À propos des taches rouges ou maladies des feuilles de tilleul. Donc sur le limbe supérieur des feuilles se forment parfois des galles en forme de cornicule qui est formée par une réaction des tissus de la tige à la présence d'œufs puis de larves d'un acarien parasite. Donc ces excroissances sont d'abord verdâtres puis rouges. Elles forment une touffe de poils à la base qui obstrue les minuscules opercules de la gale. En fait, elles affectent très peu la vigueur de l'arbre car les larves quittent l'arbre dès l'automne pour s'installer sur les rameaux, sous l'écorce ou à la base des bourgeons où elles passeront l'hiver. Pour les consommer, ramassez plutôt les feuilles saines, mais à notre connaissance, ces galles ne sont pas toxiques. Où trouver du tilleul ou en acheter? Alors, il est fréquent de trouver des tilleuls dans la forêt, au bord des chemins et même en ville, car il n'abîme ni les trottoirs ni les murs. Donc si vous voulez en installer chez vous, vous pouvez en trouver facilement en pépinière ou sur internet. Mais vous pouvez aussi le bouturer ou le marcoter. Ouais. Quand planter le tilleul?
Comme pour tous les autres arbres à feuilles caduques, il est recommandé de planter les tilleuls à l'automne, c'est-à-dire au moment du repos végétatif de l'arbre. Ça favorise l'enracinement de l'arbre car il dispose de tout l'hiver pour développer ses racines avant qu'il ne fasse des nouvelles feuilles au printemps. Ok. Quelle quantité peut-on prélever sur l'arbre? Comme toute cueillette, pensez simplement à être raisonnable dans vos prélèvements. Donc si l'arbre fait 10 mètres de haut, il est bien sûr possible d'en prélever beaucoup sans lui porter préjudice. En tout cas, laissez-lui toujours assez de feuilles pour qu'il puisse vivre et se développer correctement. Juste pour info, il existe d'autres arbres dont les jeunes feuilles sont comestibles. Il y a par exemple le Thuna sinensis, qui est un arbuste dont le feuillage est comestible pendant toute la période où il y a des feuilles. Vous avez également le micocoulier, donc qui a un feuillage comestible qui reste tendre pendant un bon mois au printemps, quand les feuilles sortent. Au-delà, elles deviennent plus coriaces. Il est même possible de consommer les feuilles de certains chênes, mais elles ne sont tendres que la première semaine où le chêne sort ses feuilles. Et elles sont plus ou moins agréables selon la variété de chêne, donc il faut goûter pour savoir lesquelles sont intéressantes. On continue avec la vidéo sur les conserves les plus simples du monde. Vous avez été très nombreux à poser des questions à ce sujet et les questions sont très variées, donc ça méritait bien quelques compléments. Alors, d'abord le goût. Alors c'est vrai que nous avons parfois des commentaires à propos du goût des aliments lactofermentés qui surprennent ainsi que leur texture. Donc, la lactofermentation modifie bien sûr le goût et peut dans certains cas modifier aussi la texture. Donc le goût devient plus acide et bien sûr salé puisque nous y ajoutons du sel. La choucroute vous donne une bonne idée puisqu'il s'agit de choux lactofermentés. Donc si vous aimez ça, vous aimerez probablement d'autres légumes préparés en lactofermentation. Pour notre part, c'est un goût que nous apprécions beaucoup. Sachez que les épices peuvent prendre un goût très fort une fois fermentées, donc faites d'abord des tests sur de petites quantités. À propos de la texture. Alors la texture dépend des légumes. Certains vont rester fermes, comme la carotte par exemple, d'autres vont devenir très mous, comme les tomates. Dans ce cas, il est possible de les mixer pour en faire des sauces. Pour notre part, nous utilisons les tomates fermentées pour en faire des sauces tomates crues délicieuses. Nous y ajoutons juste un peu d'ail et un peu d'huile d'olive. Sachez que les épices modifient aussi parfois la texture des légumes fermentés. Nous avons une fois préparé des carottes fermentées en y mettant une épice qui les a rendues toutes molles. Il me semble que c'était de l'estragon, mais j'en suis plus tout à fait certain. Ouais, ou du thym, je ne sais plus. Ouais. Quels légumes utiliser? Alors, tous les légumes peuvent être fermentés. Les résultats sont plus ou moins agréables selon les légumes. Pour notre part, nous fermentons souvent des carottes, de l'ail, de l'oignon, des courgettes, de la betterave, du chou, des blettes, des cornichons, du céleri et même des tomates. Donc les possibilités sont vraiment innombrables et il y a vraiment de quoi s'amuser et découvrir de nouveaux goûts très intéressants. Ouais, c'est chouette. Pour ceux qui aiment l'ail, je vous suggère vraiment de tester car l'ail prend une saveur très douce et très agréable. Il peut être mangé en pickles comme des cornichons. On nous demande parfois s'il faut stériliser les bocaux. Alors en fait, c'est pas nécessaire car pour faire des fermentations, nous utilisons justement les micro-organismes. Nous sélectionnons les micro-organismes qui sont utiles pour nous en créant un milieu dans lequel ils vont se développer préférentiellement. C'est pour ça que nous ajoutons du sel. De notre côté, nous n'avons jamais stérilisé les bocaux et nos fermentations sont toujours bonnes. Ok. Faut-il absolument des bocaux avec des joints? Alors les bocaux avec les joints sont beaucoup mieux car ils permettent que le gaz dégagé par les fermentations s'échappe lorsque la pression monte trop, tout en empêchant l'air de rentrer dans le bocal en sens inverse. Car si l'air rentre dans le bocal, il peut se former des champignons à la surface qui dégradent le goût. Mais pour des fermentations qui dégagent très peu de gaz, comme pour la préparation des olives par exemple, il est possible de prendre des bocaux avec des couvercles à vis, voilà, parce que ça c'est tout à fait suffisant. Donc, un autre avantage des bocaux à joint est qu'ils sont en général plus volumineux, ce qui est intéressant pour conserver de grosses quantités. Ensuite, il y a beaucoup de questions sur le type de galet à utiliser pour que les légumes restent immergés dans les bocaux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est
c'est qu'il faut éviter les cailloux en calcaire, parce que le calcaire va être attaqué par l'acide et va se dissoudre et donner un goût désagréable aux aliments. Il faut aussi éviter les cailloux à la texture un peu sableuse, qui pourraient, comme des marnes par exemple, qui pourraient également se désagréger et donner un mauvais goût à vos fermentations. Donc l'idéal est d'utiliser des cailloux très durs, type granit. En général, si vous trouvez un caillou sous forme de galet, c'est qu'il est assez dur et assez peu attaqué par l'acide. Vous pouvez donc l'utiliser dans vos fermentations pour maintenir vos légumes immergés. A noter que le galet doit rester dans le bocal jusqu'à la consommation du contenu. Alors on nous demande aussi où trouver ces galets. Donc il y en a beaucoup au bord des rivières, au bord de la mer, au bord des lacs, dans les anciens cours d'eau, dans les champs parfois. Donc choisissez bien sûr un lieu qui vous semble non pollué, puis rincez et brossez à l'eau claire avant de les utiliser comme poids pour les fermentations. Donc attention, évitez d'utiliser les produits vaisselle ou autres produits désinfectants car ça tuerait les micro-organismes dans vos bocaux. La fermentation serait alors impossible et les résultats seraient très aléatoires. Est-ce possible de mélanger les légumes? Oui, c'est tout à fait possible. Ici, nous aimons bien ajouter des gousses d'ail et de l'oignon dans un peu toutes nos fermentations. Nous aimons bien ajouter de la betterave dans les fermentations de courgettes, car ça leur en donne un goût très sucré et très agréable. Peut-on remplacer le sel par des herbes ayant des propriétés antibactériennes? Alors plutôt non, car il ne s'agit pas de détruire toutes les bactéries, mais plutôt d'orienter celles qui peuvent se développer en créant un milieu qui leur est favorable. C'est le rôle du sel. En plus, les herbes ayant des propriétés antibactériennes sont souvent des aromatiques et certaines peuvent prendre des goûts très forts quand on les met dans les fermentations. Combien de temps peut-on conserver des bocaux de légumes lacto-fermentés? Alors ils peuvent se conserver très longtemps. Ici nous avons consommé qui en avait plus de 4 ans. Cependant, il faut savoir que plus on les garde longtemps, plus les légumes deviennent acides et plus ils deviennent mous. Donc je pense qu'il serait même possible de les consommer 10 ans après, c'est pas un problème. Le fait que les micro-organismes bénéfiques occupent le bocal est le meilleur moyen de les conserver. Par exemple, pour la viande fermentée, nous en avons même conservé qui était conservée depuis plus de 20 ans. C'est vrai. Elle était tout à fait bonne. Pour cuire les aliments fermentés, faut-il les égoutter? Alors ça c'est juste selon votre goût. Par exemple, la choucroute est cuite dans son jus. Vous pouvez même utiliser le jus de fermentation pour cuire d'autres légumes frais. Oui, c'est vrai. Par exemple, quand il nous reste du jus de choucroute, nous l'utilisons pour cuire des pommes de terre dans lesquelles nous ajoutons des quartiers de pommes ou de coings. Ça donne un mélange sucré-salé légèrement acidulé qui est vraiment délicieux. On adore en tout cas. Ouais. Peut-on utiliser des fruits pour la lacto-fermentation? Alors il est possible d'ajouter un petit peu dans les préparations à fermenter, comme des morceaux de coing, de pommes ou de citron, mais il ne doit pas y en avoir trop, car si votre préparation contient beaucoup de sucre, elle risque de partir en fermentation alcoolique plutôt qu'en fermentation lactique. Peut-on fermenter de la viande? Oui, et c'est non seulement possible, mais également très courant. Par exemple, le saucisson, le jambon cru, le magret séché, le biltong ou les jerky sont des viandes fermentées. Attention parce qu'il faut une dose de sel plus importante pour fermenter la viande en évitant la putréfaction. Au besoin, nous avons réalisé une vidéo sur le magret séché et vous pouvez utiliser exactement la même méthode pour conserver d'autres viandes. Après, pouvez-vous nous donner des idées de recettes pour la conservation? Donc il y a énormément de recettes pour la préparation des fermentations ou pour la préparation de plats à base de produits fermentés. Pour ça, je vous conseille vraiment le blog Ni cru ni cuit de Marie-Claire Frédéric, dont nous vous mettons le lien dans la description. On va mettre elle est vraiment formidable, il y a pléthore de recettes et elle est incollable sur la question. Elle a d'ailleurs écrit des livres sur le sujet qui sont tous passionnants. C'est vrai. En fait, c'est là que nous avons tout appris sur le sujet. Faut-il mettre du sucre dans les lactofermentations? Alors non, il n'y en a pas besoin. On peut en mettre un petit peu pour donner au résultat un goût plus sucré.
Mais en fait, le simple fait d'ajouter un peu de betterave va donner un côté sucré et vous serez même surpris de à quel point ça donne un côté sucré à votre fermentation. Trop salé, y a-t-il des risques pour la santé? Alors quand le sel est sous forme minérale, il est très peu assimilable par le corps qui doit alors s'en débarrasser. Ça nous met en œdème et en hypertension. Mais dans le cas des lactofermentations, le sel a justement été assimilé par les micro-organismes et il devient du coup beaucoup plus assimilable pour notre corps. Pour vous en convaincre, il suffit de comparer. Donc si vous buvez de l'eau avec 30 g de sel par litre, ça va être très désagréable et ça va vous donner soif. Signe que le corps cherche à diluer avant de pouvoir éliminer. Alors que si vous buvez un jus de lactofermentation, ça va être très agréable et ça ne va pas vous donner soif. Il y a pourtant exactement la même proportion de sel. Sachez qu'il y a aussi la qualité du sel utilisé qui entre en jeu. Donc le sel blanc est un poison qui est juste le déchet de l'industrie chimique. Il est particulièrement mauvais pour notre santé. Alors que le sel gris, qu'on pourrait aussi appeler le sel complet, est beaucoup plus équilibré. Et il est infiniment meilleur pour notre santé. Vu la différence de prix, je vous suggère vraiment de remplacer le sel blanc par le sel gris non raffiné. Et au besoin, si ça vous paraît trop salé, vous pouvez aussi rincer vos légumes fermentés avant de les manger. D'ailleurs, tu avais fait une vidéo sur le sujet. Ouais. On mettra le lien. On nous demande aussi parfois les bienfaits qu'apportent les lactofermentations. Alors les lactofermentations facilitent la digestion et elles sont source de vitamines C, K, PP et B. Même les grenouilles sont ok. Hein. Elles sont très riches en minéraux assimilables et en micronutrition de manière générale. Elles renforcent notre système immunitaire et sont bonnes pour notre flore intestinale. Bref, elles sont pleines de vertus. Ensuite, est-ce qu'il y a un risque à en consommer beaucoup? Alors, quand on en consomme vraiment beaucoup et sur une période longue, ça peut faire trop. Mais pas de souci, dans ce cas, notre corps nous le dit, tout simplement. Ça m'est arrivé et ça s'est juste traduit par le fait que je sentais ma bouche un petit peu agressée par l'acidité. Et j'en avais tout simplement plus envie pendant une période. Donc, si on écoute les messages du corps, il nous donne toutes les indications. Du blanc à la surface, est-ce que les fermentations est toujours bonne? Alors il arrive que malgré le poids ou les galets, des bouts de légumes surnagent à la surface de l'eau dans le bocal. Quand c'est le cas, des moisissures blanches se développent parfois. Ces moisissures sont désagréables, mais pas toxiques. Donc comme pour la confiture, il suffit de les enlever et de consommer ce qu'il y a dessous. En fait, il semblerait qu'il n'y ait jamais eu d'accident avec les lactofermentations, car notre nez est parfaitement adapté pour détecter les pathogènes dans les bocaux fermentés. Pour nos premiers essais de fermentation, nous avons loupé un bocal car nous n'avions pas compris que le bocal devait être fermé. Le bocal est donc parti en putréfaction plutôt qu'en fermentation. Et je peux vous garantir que dans ce cas, l'odeur ne laisse aucun doute. Elle est clair. Insoutenable. C'est clair, ouais. J'en profite au passage pour vous suggérer de faire particulièrement attention aux conserves à l'huile. C'est en effet sur les conserves à l'huile qu'il y a parfois des accidents graves. Il est très important que ces conserves à l'huile se fassent avec des aliments acides. Donc, soit des aliments fermentés, soit des aliments auxquels on a ajouté du vinaigre ou du citron. Sans ça, il risque de s'installer du botulisme. Et c'est relativement rare, heureusement, mais c'est mortel. Donc nous préférons de très loin les lactofermentations qui, elles, sont complètement sûres. Voilà, comme j'avais à cœur d'essayer de répondre à un maximum de gens, j'ai pris les dernières questions qui sont arrivées dans ces derniers jours. Et on s'est dit, voilà, on a essayé de faire au mieux pour répondre à tout le monde. Donc voici les questions de dernière minute. Est-ce qu'il est possible de rajouter au fur et à mesure des cornichons dans un bocal pour le compléter? Alors, non, il n'est pas possible de faire ça parce qu'il faut savoir que pendant la fermentation, il y a dégagement de gaz et que ce gaz va justement remplir le bocal et empêche l'air de venir. Il va chasser l'air. Parce que s'il reste de l'air, c'est là où il va y avoir des conditions qui vont faire que les champignons vont se développer à la surface. Donc non, on évite de rajouter au fur et à mesure, il faut le compléter directement.
Ensuite, est-ce que les joints de bocaux, il faut les faire bouillir avant? Est-ce qu'on peut les réutiliser? Alors, aucun besoin de faire bouillir avant les joints des bocaux, puisque de toute façon, comme on le disait dans d'autres questions, on utilise justement les micro-organismes. Donc on va simplement les orienter. Donc on profite de tous ceux qui sont là, qu'ils soient à l'intérieur du bocal, sur les légumes ou sur les joints. Donc aucun souci pour ça. Et oui, vous pouvez réutiliser vos joints des bocaux. Ici, on en réutilise depuis peut-être 15 ans. Ouais. Donc tout va bien. Pour les lactofermentations. Oui. Ensuite, faut-il renverser les bocaux pendant la fermentation? Alors non, surtout pas. On renverse surtout pas les bocaux pendant la fermentation, car comme ils montent en pression et qu'ils évacuent du gaz, si on le met la tête à l'envers, c'est pas du gaz qu'ils vont évacuer, c'est le liquide de fermentation qui va sortir au fur et à mesure que la pression monte dedans. Donc non, on les laisse bien la tête en haut. Faut-il laisser les bocaux à la lumière ou les mettre à l'abri de la lumière? Alors, je sais pas vraiment là de ce côté-là, mais je dirais que en tout cas à l'abri de la lumière, ça marche très bien. Donc dans le doute, on va juste le garder à l'abri de la lumière. Faut éviter le soleil en fait. Nous Ouais, on le met dans le garage. Éviter le plein soleil. Après, voilà. Dans le garage, il y a un peu de lumière. Voilà, mais c'est surtout le plein soleil à éviter. Voilà. Comment conserver les bananes? Alors pour des bananes, comme il y a beaucoup de sucre, là ça partirait en fermentation alcoolique si on le faisait comme ça. Donc je vous suggère plutôt de les déshydrater. Voilà, au déshydrateur, ça donne des choses qui sont délicieuses. Et voilà, alors qu'en fermentation, ça serait un souci. Pour les citrons? Alors pour les citrons, là pour le coup, vous avez le choix entre les deux, parce que comme il y a déjà beaucoup d'acidité, ça partira pas trop en fermentation alcoolique. Donc soit vous pouvez les mettre en saumure et en faire des lactofermentations, c'est ce qu'on appelle du citron confit, soit on les met au déshydrateur pour les faire sécher. Ok, et il y a une personne qui demande si les lactofermentations génèrent un taux ou degré d'alcool dans ce type de fermentation. Alors non, ça ne génère pas d'alcool du tout, parce que ce n'est pas une fermentation alcoolique, c'est une fermentation lactique. Donc ça va fabriquer de l'acide lactique et c'est pour ça que ça donne un goût acidulé. D'ailleurs, fermentation alcoolique, c'est à base de sucre, pas à base de sel. Ouais. Dans une fermentation alcoolique, c'est le sucre qu'on ferait transformer en alcool. Mais là, c'est plutôt d'autres composants des légumes qui sont transformés en acide lactique. Il y a une personne qui a repris le fond de sa lactofermentation et qui l'a mis dans un nouveau bocal pour repeupler celui-ci en micro-organismes. Donc la personne nous demande si c'est risqué et est-ce que c'est une bonne pratique. Alors c'est une excellente idée parce que justement, donc, avec le sel dans les fermentations, on va orienter les micro-organismes qui vont se développer dans le bocal. Mais si en plus on les a ensemencés et qu'il y en a beaucoup, c'est juste parfait. Donc non, il n'y a absolument aucun risque et c'est une très très bonne idée. Et après la dernière question, est-ce qu'avec la lactofermentation, on peut faire des champignons, genre pieds de mouton, cèpes, rufule? Oui, bien sûr. Comme pour les légumes, on peut tout à fait fermenter des champignons. Voilà, et ça marche exactement de la même manière. Nous, on n'a pas testé. J'ai vu dans ce livre-là qu'il y avait aussi possibilité avec des champignons de Paris. Voilà, mais donc c'est juste le même principe. Hein, donc il y a toutes les chances pour que ça marche bien. Après, il faut tester pour voir si le goût vous convient. Parce que comme ça modifie le goût et que ça le rend un peu plus acidulé, à voir si c'est agréable pour vous au goût ou pas. Et la texture aussi, ça peut vraiment la modifier. Oui. Voilà. Alors à mon tour maintenant, on passe au complément à la vidéo sur la lessive de lierre. Une lessive qui est gratuite, facile à faire et tellement plus agréable que les lessives chimiques. Vas-y, dis-moi. Alors première question, est-ce que cette lessive qui est verte colore et ternit le linge? Non. En fait, la lessive est légèrement colorée, un peu comme du thé, mais contrairement au thé, elle ne ternit pas le linge. En tout cas, ici, nous l'utilisons pour tout le linge, y compris le blanc. Et ma foi, on est satisfait, aucun problème. Peut-on utiliser les feuilles séchées? Alors, je pense que les feuilles sèches ont moins de saponine.
donc il est probablement préférable d'utiliser les feuilles fraîches. De toute façon, les feuilles de lierre sont disponibles toute l'année, il n'y a donc que peu d'intérêt à les faire sécher. Peut-on y ajouter des additifs? Alors là-dessus, certaines personnes m'ont dit ajouter des huiles essentielles, du bicarbonate de soude et parfois du vinaigre dans leur lessive. Ici, on n'y rajoute rien. Bon, ça nous va bien. Et merci pour les commentaires et ces retours de plusieurs personnes d'ailleurs. Alors, question suivante. Combien de temps peut-on conserver cette lessive? Bonne question. Alors, à température ambiante, elle se conserve environ une semaine en été et à peu près 10 jours en hiver. Et après, l'odeur, ça suffit à vous indiquer si elle est encore utilisable ou si elle a tourné. Vous verrez, c'est une odeur moins herbale, moins agréable. Vous pouvez aussi la conserver au frigo plus longtemps, plus de 3 semaines environ, ou encore plus longtemps au congélateur sous forme de glaçons. Attention, dans ce cas où vous conservez les bouteilles de lessive de lierre au frigo, de lierre grimpant, pensez à étiqueter sur la bouteille parce que le lierre grimpant n'est pas comestible. Voilà. Et pareil pour les glaçons. Ouais. Alors, question suivante. Est-ce que ça va aussi pour le lave-vaisselle? Bon, ici on n'a pas de lave-vaisselle. Le lave-vaisselle il est là. Donc nous n'avons jamais essayé. Mais pareil, dans les commentaires, j'ai vu que certaines personnes nous ont indiqué qu'ils l'utilisaient dans leur lave-vaisselle. Donc à vous de tester, je dirais. On pense maintenant à l'opération abondance alimentaire. C'est génial que vous soyez aussi nombreux à être enthousiastes pour ça et nous vous en remercions. Plantons autant que possible car c'est maintenant que nous créons notre abondance future. Alors, première question. Quand planter des noyaux? Alors, il est possible de planter les noyaux tout l'été et tout l'automne. En fait, dans la nature, les noyaux sont au sol à partir du moment où le fruit tombe de l'arbre et que sa chair se décompose. C'est donc le bon moment pour le noyau d'être planté. Comment conserver les noyaux? Bonne question également. Alors, il suffit de les laisser dans une assiette le temps que les résidus de chair sèchent, puis de le mettre dans un sac papier ou dans une enveloppe. D'ailleurs, nous recyclons des enveloppes que nous recevons. Et au besoin, vous pouvez les rincer pour enlever les résidus de chair. Est-ce qu'il y a des endroits plus favorables pour les planter? Ouais, si c'est dans les jardins, vous pouvez le planter où c'est le bon endroit pour vous, où vous voulez. Et si c'est sur un terrain communal, assurez-vous que l'endroit ne sera pas tondu, sinon votre arbre, votre jeune pousse sera tondu aussi. Pardon. L'idéal, c'est d'avoir l'accord de la mairie. Et vous pouvez aussi planter le long des chemins de votre commune ou de randonnée. Dans la forêt, préférez plutôt les clairières car beaucoup de nos arbres fruitiers ont besoin de lumière. Dans l'idéal, on le plante au milieu des ronces car les ronces préparent le sol en enrichissant et en le décompactant aussi. Les ronces ont plus l'avantage de protéger aussi les jeunes arbres de l'appétit des chevreuils gourmands. En fait, les ronces, c'est un peu la pépinière de la forêt. Ouais. Après, pour les fleurs comestibles, qui est une autre vidéo, dans les commentaires, nous n'avons pas eu trop de questions, mais plutôt des partages pour nous indiquer d'autres fleurs comestibles que celles que nous avons citées. Et merci beaucoup, super. C'est très enrichissant pour nous et pour tous ceux qui regardent nos vidéos. Nous avons fait une liste de tous vos retours que nous allons vous donner ici et nous mettrons bien entendu à jour la liste des plantes que nous avons mis aussi à disposition sur Odyssée. Donc en plus des fleurs que nous avions citées dans la vidéo, voici d'autres fleurs qui régalent à la fois nos papilles et nos pupilles à consommer sans modération. Donc, il y a la bourrache, l'hémérocale, l'acacia,
ou robinier faux acacia, la glycine, la capucine, le cosmos, le bleuet. Après, la reine des prés, l'ail des ours, les primes verts, la mâche sauvage quand elle est en fleur, la fleur de pissenlit, le basilic, le thym, ça en fait, hein. Le souci, les acanthes, ça sent super bon, les fleurs d'oranger, les fleurs de l'arbre de Judée, celui de l'aubépine, du sureau et aussi du prunier mirobolant qui est juste un délice. J'ai découvert ça cette année et je me régale. Ça, on l'avait déjà mis dans la vidéo. Ouais, ah, c'est vrai. Ensuite, l'onagre, la valériane, il y en a probablement d'autres. D'ailleurs, nous venons de tester la fleur de monarde et c'est très puissant avec un goût extrêmement délicieux. Ah oui, je confirme. Nous adorons. Nous espérons que ce partage vous sera utile et vous aura permis de répondre au mieux aux nombreuses questions que vous avez posées sur ces 5 vidéos. En tout cas, un grand merci pour vos commentaires, Super. pour vos idées, pour vos suggestions et pour toutes les interactions que nous avons avec vous, car ça nous motive beaucoup de voir qu'il y a une communauté avec des échanges riches et bienveillants qui permettent à tout le monde d'apprendre, de devenir plus autonome, plus compétent, nous y compris. Eh oui. Donc nous vous souhaitons le bonheur de devenir autonome et de profiter de la sérénité que ça apporte et nous vous disons À très bientôt. à très bientôt.